Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence organisée par le Club des dirigeants du Maroc. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Shakib Achour, qui est directeur marketing et stratégie de Huawei Maroc. Et il va nous partager avec nous. euh, on va peut-être échanger, ça dépendra de Monsieur Achour et du désir qu'il veut faire de cette soirée, autour des télécommunications et le positionnement de Huawei dans cette crise Covid-19. Monsieur Achour, soyez le bienvenu parmi nous. Ce n'est pas la première fois que vous intervenez au sein du club des dirigeants. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois. مرحبا بك معنا. فرقوا علينا شويه التليفونات par la même occasion. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de partager beaucoup de choses, beaucoup d'informations avec nous. Je vous cède tout de suite la parole. مرحبا بك السي عاشور. Merci, Monsieur Driss. Merci, Salma. Merci, Monsieur Lalaoui. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous. Effectivement, Monsieur Driss, donc c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de participer donc avec vous donc au webinaire donc avec le club c'est le club des dirigeants. Je me rappelle le sujet de la dernière fois, c'était pour la discussion qu'on a eue sur comment les entreprises marocaines doivent adopter le cloud pour une relance économique. Et donc, c'était un sujet où j'ai fait une présentation. Donc, après, on a eu quelques échanges et j'ai pu partager avec vous des cas d'usage concrets, d'usage du cloud. Alors, l'objectif de cette présentation, donc on va parler des télécommunications et le positionnement de Huawei dans cette crise du Covid-19. Alors, j'aurai le plaisir de partager avec vous une présentation qui va durer à peu près 40 à 45 minutes et nous allons prendre bien sûr 20 à 30 minutes de questions-réponses, interactions où j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Alors, l'agenda que nous allons parcourir pendant cette présentation, alors la première partie, je vais commencer par vous expliquer qui est Huawei. Donc, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de passer beaucoup de temps, c'est juste pour que vous puissiez comprendre qui est Huawei, notre positionnement. Ça vous donnera une idée rapide. Et après, donc, on va passer sur la deuxième partie et on va regarder un petit peu de près ce qui a changé dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre travail pendant cette pandémie. Et puis, avant de parler plus loin dans le digital et les nouvelles technologies, j'aimerais bien partager avec vous le Powering Global Connectivity, comment on classe les pays sont au niveau donc, de la maturité de digital, comment ce classement est fait, donc quels sont les facteurs qui influencent ce classement. Quatrième partie, je vais partager avec vous ce qui se passe au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle le ICT Policies Worldwide, référence pour la relance économique, parce qu'aujourd'hui, tous les pays, que ce soit au Canada, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, etc., ils sont en train de réfléchir à cette relance économique. Et bien sûr, donc il faut mettre en place ce qu'on appelle de ICT Policies. C'est un peu ce que je vais partager avec vous. Et la quatrième partie, plutôt la cinquième partie, je vais faire un focus sur le rôle de Huawei pendant cette pandémie. Alors, premièrement, le Huawei, donc en fait, nous avons une mission, nous avons une stratégie. La mission, la stratégie de Huawei, c'est de fournir le digital à toute organisation, gouvernement, entreprise et citoyen dans un but bien précis et de construire un monde connecté et intelligent. Ça, c'est notre vision, notre stratégie. Alors, pour asseoir cette vision stratégie, on a 4 business units parce que tout le monde connaît Huawei avec les opérateurs télécoms. Bien sûr, c'est notre histoire, c'est notre ADN. Donc, aujourd'hui, notre business de base, ce sont les opérateurs télécoms. On construit l'infrastructure technique, technologique de télécommunications avec les opérateurs télécoms. Donc, c'est une business unit qui gère les opérateurs télécoms. Nous avons une autre business unit qu'on appelle Consumer, dans laquelle on va trouver la partie tablette, smartphone, etc. On a une autre business unit qui s'appelle
enterprise. Enterprise, c'est tout ce qui n'est pas opérateur télécom, c'est-à-dire entreprise au sens large, différentes industries, incluant le gouvernement. Et la quatrième business unit, c'est le cloud, intelligence artificielle. Et cette quatrième business unit qui n'existe pas encore, en tout cas en Afrique du Nord, donc elle est en cours de lancement. En fait, c'est exactement la même offre que Amazon, que Google, que Microsoft Azure, etc. Alors bien sûr, pour accompagner donc le business, donc nous avons donc un portfolio de solutions donc sur la partie connectivité, smart device et cloud computing. Alors rapidement, un panorama donc je dirais donc de Huawei. Aujourd'hui, donc nous avons une présence dans plus de 170 pays au niveau mondial. Le chiffre d'affaires qui a été annoncé d'une manière officielle l'année dernière dépasse les 120 milliards de dollars. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde connaît Huawei dans la partie télécom, mais en fait, nous sommes présents dans la partie sécurité publique. Comment nous avons sécurisé des villes. Aujourd'hui, par exemple, le cas de Mecca est sécurisé avec nos solutions de cloud, de data center et de vidéo sécurisées. Donc, nous avons plusieurs références. Donc là, on parle à peu près de plus de 230 références de villes sécurisées, y compris la ville de Marrakech. Nous avons également un peu plus de 160 références de villes intelligentes, ce qu'on appelle Smart City. Nous avons également des références en termes de transport. Aujourd'hui, quand on parle de TGV marocain, la signalétique, donc la transmission des signaux, etc., et des messages à travers le TGV, c'est fait avec notre solution, ce qu'on appelle le GSMR. On a également la partie donc éducation et on gère également un peu plus de 500 000 écoles avec des solutions Smart Education Huawei et bien sûr la partie communication et la partie énergie. Rapidement, donc aujourd'hui nous sommes 196 000 employés dans le monde. Une chose qui est très importante, 50% de ces 196 employés dans le monde, c'est-à-dire 50% à peu près 88 à 90 000 employés, sont uniquement dans le R&D et dans l'innovation. C'est pour vous dire que Huawei, l'ADN de Huawei, c'est l'innovation. 50% de la masse salariale sont dédiés à l'activité de recherche et développement. Bien sûr, plus de 20 ans de présence au Maroc, où nous avons construit l'infrastructure télécom au Maroc, c'est une fierté, avec les 3 opérateurs télécoms. Et nous travaillons avec les banques, comme la Banque Populaire, l'ONE, la ville de Marrakech, alors également l'ONCF, j'ai parlé tout à l'heure du TGV. Le plaisir également, donc plutôt l'honneur, donc j'ai participé aussi au premier, l'installation du premier calculateur au CNRST, donc le centre de recherche marocain. Quand je l'ai visité il y a 3 ans, j'ai visité la salle informatique. Les chercheurs marocains, les professeurs marocains, ils n'avaient pas un supercalculateur pour pouvoir faire des recherches scientifiques. Donc, c'était des ordinateurs avec des câbles suspendus dans la salle informatique. Donc, nous avons travaillé. Donc, et je remercie donc l'actuel ministre de l'Éducation qui a été vraiment, je dirais, catalyseur de ce projet. Donc, nous avons pu mettre en place pour CNRST ce qu'on appelle un modulaire data center avec un high performance computing, un supercalculateur. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ce HPC, donc le High Performance Calculator, il est utilisé à plus de 80%. Donc, on va passer à la deuxième phase. Et aujourd'hui, donc, on fait de la recherche scientifique. Donc, les chercheurs marocains l'utilisent pour faire donc, de la recherche scientifique sur l'agriculture et également sur l'éducation et également sur l'énergie. Alors, une fois que j'ai parlé rapidement de Huawei, donc on va partir sur la deuxième partie. On va regarder un petit peu ce qui a changé pendant cette période de pandémie. Alors, quand on regarde dans ce slide-là, donc il y a la partie gauche, et on voit bien aujourd'hui, on utilise de plus en plus des téléconférences, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'éducation, donc nos enfants, donc ils sont de plus en plus à la maison pour suivre des cours à distance. Donc, on a vu des activités de téléconsultation, de télémédecine qui ont été développées. Bref, on voit très, très bien que le quotidien a changé. Et on voit que l'infrastructure ICT, elle est très sollicitée. Parce que pour faire de l'éducation en ligne, pour faire de la consultation, pour faire du e-commerce, pour faire le webinar, etc., tout ça, donc ça consomme effectivement, c'est l'usage des TIC, de ICT. Et donc, on voit effectivement dans ce slide à droite, effectivement, tout ça, ça influe également sur l'économie. Pendant la période de confinement, on a vu, donc on assiste à cette crise économique. Du baisse de PIB. Donc, les optimistes, ils disent c'est une
baisse de PIB de 0,5. Les optimistes, pardon, les pessimistes, ils vont parler de 1 à 2% de baisse. Alors tout ça, face à cette crise économique, il fallait réagir et c'est ce que je vais développer un petit peu avec vous. Certains pays, comment ils ont mis en place, renforcer l'infrastructure ICT, renforcer l'infrastructure, donc par exemple, mettre en place des applications d'intelligence artificielle, de cloud, donc pour un meilleur service aux citoyens. Et quand on parle de cette crise, on va très bien regarder. Donc tous les secteurs, ils sont dans le, je dirais donc, ils sont dans le négatif, et y compris donc le secteur des télécoms. Mais ceci dit, quand on regarde le secteur des télécommunications, il est quand même moins touché que des secteurs, par exemple, du gaz ou d'autres industries ou des industries ou de secteurs des technologies. Donc, il y a une baisse générale, mais quand même, le secteur des télécoms s'en sort bien. Et on voit bien pendant cette période comment les opérateurs télécoms sont devenus essentiels dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, on a bien vu pendant cette période je dirais donc de confinement, sans l'accès Internet, on aurait pu fermer les portes et c'est fini. Donc, il n'y a plus rien à faire. Donc, on a pu continuer à travailler. Le gouvernement a continué à faire son travail, donc la continuité de son travail. Également, donc, au niveau des entreprises, le e-commerce qui s'est développé. Bref, donc, on a pris conscience aujourd'hui, et donc ça, c'est un fait, que les télécoms, quelque chose d'essentiel pour notre vie quotidienne. Et on voit très bien dans ce slide-là comment donc cette pandémie donc, a engendré donc, des changements dans notre vie quotidienne. Et quand on regarde, par exemple, dans ce slide-là, donc on voit le Change One. Alors, on voit très bien, par exemple, l'usage de mobile, donc il a augmenté. Donc, ça, c'est des chiffres qui viennent donc de notre, je dirais, dans notre Market Insights. Donc, il y a une augmentation significative. On voit également donc le Change 2, donc le nombre d'utilisateurs qui a augmenté d'une manière rapide. Le change numéro 4, c'est qu'on a eu recours dans certains pays à utiliser des applications QR code. Maintenant, même au Maroc, on commence à le faire. Dans des restaurants, on utilise du QR code pour éviter de toucher le menu. Et ça va se généraliser dans plusieurs activités. On voit très bien dans le change numéro 3, donc le online learning, donc on est vraiment dans le remote education. Tout ça, ça fait donc un usage intensif de ICT, un usage intensif des télécoms, et on voit très bien comment effectivement aujourd'hui, même au niveau de la télécommunication, donc la connectivité, on utilise de plus en plus la connectivité à partir des maisons, et également on voit très bien donc dans la partie, donc le petit rectangle numéro 6 qui est en bas, l'Italie par exemple, qui a été touchée rapidement par cette pandémie donc en Europe, elle a rapidement pris le devant pour lancer quelques services 5G et augmenter le trafic de 200% dans la zone rurale. Alors beaucoup plus que ça, quand on regarde dans ce slide en bas, il y a certains pays qui ont pris je dirais donc de l'avance. Et l'Australie, par exemple, ils ont fait des subventions pour encourager les opérateurs télécoms je dirais donc à mettre en place des sites 5G. Ils ont fait des subventions à peu près de 2 700 € par site. On voit par exemple la Hongrie qui a anticipé des licences 5G. L'Italie qui a augmenté la connectivité donc fixe de 30%. Le Thaïlande qui a généralisé le débit dans tout le pays à 100 mégabits par seconde. Donc, partout dans le Thaïlande, aujourd'hui, vous avez 100 mégabits par seconde. Alors, donc tout ça pour vous dire aujourd'hui, donc tout ça, c'est des changements qui sont réels. Alors, face à ces changements, il y a des pays qui ont réagi rapidement. Et quand on regarde dans ce slide-là, par exemple, on voit par exemple la Chine qui a lancé un programme ambitieux pour faire un focus. Ce qui est extraordinaire, c'est un focus sur 7 secteurs. Donc, vous voyez très bien en haut, ce sont des secteurs qui ne sont pas dans le ICT. Donc, on parle de la partie énergie, la partie les trains à grande vitesse pour recharger les voitures électriques. Et en bas, les 4 secteurs, c'est quoi? C'est le 5G, les data centers, l'intelligence artificielle et la connectivité Internet. Mais en fait, finalement, malgré qu'on a 3 secteurs traditionnels et 4 secteurs ICT dans l'innovation technologique, ces 7 secteurs, ils sont complètement liés. Donc, on ne peut pas faire de l'énergie aujourd'hui sans avoir
de l'intelligence artificielle, des data centers. Pareil pour les trains à grande vitesse, pareil pour les véhicules électriques. Alors, on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette période de pandémie. Maintenant, je vais expliquer un petit peu, je dirais, comment on classe, je dirais, donc le degré de la maturité digitale d'un pays. Donc aujourd'hui, donc en fait, ce qui se passe, donc il y a ce qu'on appelle le Global Connectivity Index qui fait un mapping entre l'économie traditionnelle et ce qu'on appelle le digital economy, l'économie digitale. Donc en fait, le GCI, donc ce qu'on appelle le Global Connectivity Index, fournit une évaluation complète et objective de la connectivité d'un pays d'un point de vue national et commercial et évalue l'état actuel, les tendances futures et les défis associés à la transformation numérique. Il quantifie la valeur que la connectivité génère pour la transformation d'un pays en économie numérique et sert de référence aux décideurs politiques régionaux et nationaux. Alors, bien sûr, ce classement, aujourd'hui, donc, il est utilisé à peu près dans 79 pays. Ça concerne 95% du PIB mondial et 84% de la population mondiale. Alors, par rapport à ça, dans le premier slide, je vous ai expliqué un petit peu donc, la vision, la stratégie de Huawei qui est de fournir le digital à toute entreprise, organisation, gouvernement et citoyen pour construire un monde connecté et intelligent. Alors, en fait, je dirais donc, mettre en place l'exécution de cette vision, donc on travaille sur 3 axes. Alors, on dit premièrement, donc, all things sensing, connected, intelligent. C'est-à-dire pour nous, tous les objets doivent être capables de capturer des données. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, par exemple, des villes intelligentes. Et les villes intelligentes, c'est quoi? On place des objets, des capteurs, qui sont là pour capturer des données et les envoyer sur le cloud data center. Donc, tous les objets doivent être capables de capturer les données. Tous les objets doivent être connectés et tous les objets doivent être intelligents. Alors, pour effectivement travailler sur ces 3 axes, on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle une fondation ICT très robuste et qui est en bas du slide, qui est sur 6 piliers. On parle du broadband, c'est-à-dire la connectivité. On parle du data center, le cloud computing, le big data, l'IoT et l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, à partir de maintenant, le fil conducteur des slides de cette présentation, ça va être ces 6 piliers qui sont le broadband, c'est-à-dire la connectivité, data center, le cloud computing, le big data, l'IoT et l'intelligence artificielle. Et ça, c'est le fondement de base de digital. Maintenant, quand on parle de l'économie digitale, effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que quand on regarde premièrement à gauche de ce slide, on estime qu'à l'horizon de 2025, le revenu qui va être généré par l'économie digitale, il est aux alentours de 23 000 milliards de dollars. C'est énorme. Et là, vous voyez très, très bien à gauche de ce slide la répartition du revenu de l'économie digitale par secteur, que ce soit dans l'industrie, dans la partie transport, finance, etc. Et quand on regarde un petit peu à droite de ce slide, on parle de quoi? On parle de 170 pays au niveau mondial qui ont déjà lancé un programme de transformation digitale. Alors, seulement, effectivement, ce qu'il faut comprendre, des pays qui lancent un programme de transformation digitale, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des objectifs et des KPI et des choses qu'on doit mesurer de manière concrète. L'Allemagne, quand ils parlent de la transformation digitale, pour eux, l'objectif et le KPI le plus important, c'est d'être leader mondial dans l'industrie 4.0 en 2025. C'est ça. Il n'y a que ça. C'est ça qui leur intéresse. Alors, au Maroc, aujourd'hui, on parle de l'industrie, donc on parle de beaucoup de choses, on parle de l'économie digitale, mais les choses ne sont pas claires. Alors, quand on regarde ces pays-là, ils ont des objectifs qui sont clairs. Quand on regarde, par exemple, le cas de Singapour, quand ils ont lancé je dirais donc leur transformation digitale, qui était portée par le Premier ministre, l'objectif du Premier ministre, l'objectif de Singapour, c'était d'être le Smart Nation à l'horizon de 2025 et focus sur les citoyens.
C'est-à-dire pour le Singapour, il faut apporter le service aux citoyens, le social, la santé, l'éducation. Alors, quand on regarde par exemple le cas des Emirates, donc je ne lis pas dans ce slide-là, donc c'est d'être parmi les leaders en intelligence artificielle à l'horizon de 2030. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi également avec les Emirates. Alors, une chose qui est très importante aussi, il y a des études qui ont montré qu'une augmentation de 20% d'investissement dans le ICT permet d'augmenter 1%. Donc, ça permet d'augmenter le PIB de 1%. C'est important. Alors, il y a aussi des études aussi qui ont montré que l'investissement, enfin le rendement sur l'investissement sur le ICT est 6 à 7 fois plus important que les autres industries qui ne sont pas ICT. Et également, la croissance de l'économie digitale aujourd'hui, il est 2 à 3 fois plus importante que les secteurs traditionnels. Maintenant, revenons à ce Global Connectivity Index qui classe différents pays en fonction de la maturité du digital. Alors, en fait, ce Global Connectivity Index, il est basé sur 40 indicateurs. Si vous pouvez regarder, par exemple, sur ce slide complètement en bas, on parle de 40 indicateurs. Et ces 40 indicateurs, c'est quoi? Donc, on va regarder la couverture 4G, on va regarder l'usage des clouds, l'investissement sur le cloud, la fibre optique, la pénétration Internet, les smartphones, les applications, le fixed broadband, l'investissement. Enfin, il y a tous ces facteurs qui font effectivement partie, donc, je dirais, de cette étude et qui permettent de classer les pays. Et donc, quand on regarde dans ce classement-là, qu'est-ce qu'il sort dans ce graphe? On voit qu'il y a des pays qui ont déjà donc avancé, qui ont par exemple comme les États-Unis, le Singapour, la Suède, UK, le Norway, etc. Et il y en a d'autres qui ont adopté le cloud. Et là, on va parler de Brésil, la Grèce, la Malaisie, les Émirats arabes unis et ceux qui démarrent. Alors, ceux qui démarrent, bon, le Maroc ne démarre pas, mais il n'est pas adopteur non plus. Et on estime que le Maroc est dans la fourchette supérieure des startups. Donc, ceux qui ont déjà démarré le digital. Et donc, il est quelque part ici entre la frontière des starters et adopters. Donc, l'idée, c'est de dire, enfin, c'est pas de dire qu'on est mal classé ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est de dire que le Maroc, il est là aujourd'hui, mais il y a des ambitions pour que le Maroc puisse se positionner dans quelques années dans la fourchette supérieure de l'adopters. Alors, ça, c'est un petit peu donc, ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle le Powering Global Connectivity. Alors maintenant, face à cette pandémie, donc il y a des gouvernements, il y a des pays qui ont pris, je dirais, donc, des décisions en termes politiques, en termes d'investissement pour la relance économique. Et ce qui ressort d'ailleurs pendant, je dirais, donc l'étude pendant cette Summary of Pandemic Insights, quand on regarde, en fait, il y a beaucoup de gouvernements qui ont lancé clairement, je dirais, donc une politique pour supporter, donc, je dirais, donc l'ICT. Et on pense aujourd'hui que le fixe, que ce soit également le 5G, que ce soit pour des clients, le B2C, que ce soit pour les foyers, que ce soit pour les industries, le B2B, c'est quelque chose de très important et des pays qui ont pris aujourd'hui le devant pour mettre en place un plan de développement de digital et de haut débit dans un plan de 3 à 5 ans. Et quand on regarde dans ce slide-là, donc on a vu la phase 1 qui est la phase de pandémie, la phase 2, on a vu que il fallait bien que les pays donc, prennent des décisions pour des relances économiques. Quand on regarde sur ce slide-là, à gauche, on voit par exemple l'économie Boost Plan, on voit par exemple dans le G20 qui ont lancé donc un plan de 5 000 milliards pour booster le plan de développement, les États-Unis, l'Allemagne qui a mis en place donc une somme à peu près de 1,2 milliards d'euros, également l'Angleterre. Alors, vous voyez bien dans ce slide-là, il y a des pays qui ont pris, je dirais, des décisions d'investissement, d'autres pays qui ont pris des décisions de subventions, donc pour relancer l'économie. C'est le cas, par exemple, du Japon, qui joue sur les taxes pour relancer, donc, pour supporter un déploiement rapide de 5G. Également, donc, le cas de Thaïlande, qui joue également sur je dirais donc sur les licences 5G pour le lancement, je dirais, de 5G.
Et puis aussi, il y a d'autres pays. Hein. Donc là, par exemple, à droite, on voit également des opérateurs qui ont annoncé clairement un investissement massif sur le haut débit pour apporter le service nécessaire aux citoyens. Alors, dans cette phase 3, je voulais partager avec vous quelques use cases. Et là, on voit deux use cases qui sont importants. C'est le use case de la Chine et celui de la Corée. À la Chine, donc, suite à cette pandémie, le 6 mars 2020, ils ont lancé donc un plan. Donc, un plan dont j'ai parlé tout à l'heure au début des slides. Donc là, je vais le détailler un peu. Et ce plan-là, il est basé sur une nouvelle infrastructure basée sur 7 domaines. Donc, vous voyez très, très bien ici. Donc, il y a 4 domaines en bleu qui sont dans l'innovation, dans l'ICT, donc sur le big data, l'industrie Internet, l'intelligence artificielle, l'infrastructure 5G. Et à droite, ce sont plutôt des secteurs traditionnels qui sont dans l'énergie, les stations de recharge des voitures électriques et les trains à grande vitesse. Mais ce qui est important, c'est que ces secteurs, ils sont complètement dépendants, ils sont complètement effectivement liés pour qu'il puisse y avoir un vrai développement. C'est aussi le cas de la Corée, qui a lancé un plan massif de développement. Alors, ce qu'il en sort aussi par rapport à ça, ça, ce n'est pas une étude de Huawei, donc c'est une étude d'un grand cabinet, qu'on appelle EBI Research, qui a fait un travail extraordinaire que je partage avec vous. Et on regarde un petit peu ici ce qui se passe, par exemple, avant le Covid, pendant le Covid et après le Covid. Et on regarde, par exemple, après le Covid, after COVID-19, ce qui est important, c'est on voit aujourd'hui le digital et le télécom comme un moteur de croissance du PIB. Parce que c'est ce qui permet aujourd'hui de travailler, c'est ce qui permet la continuité de travail. Et sans le digital, sans télécom, on ne peut pas suivre des cours, on ne peut pas soigner des malades, on ne peut pas continuer à exceller dans notre industrie. Et face à ça, donc, il préconise, donc IBI Research, et préconise 5 axes, je dirais, de travail. Premièrement, il dit effectivement, il faut une réforme en termes de licence de spectre. Donc ça, c'est quelque chose pour le régulateur. Donc il faut qu'il y ait plus de souplesse par rapport à ça. Le deuxième axe sur lequel il faut travailler, c'est la partie, donc une réforme sur les taxes. Et la troisième chose sur laquelle il faut travailler, c'est la partie investissement. Donc investissement sur l'infrastructure, donc pour supporter, je dirais mettre en place une infrastructure digitale solide pour supporter le digital, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de digital, plusieurs conférences, donc j'assiste, on dit, bon, digital, il faut des applications, il faut smart health, smart education, tout ça c'est bien, mais si on n'a pas la connectivité Internet qu'il faut, l'expérience sera mauvaise. Donc aujourd'hui, on estime que dans les applications de smart health, il faut quand même 30, 40, 50 mégabits par seconde pour que je dirais, l'expérience citoyenne soit bonne et pour que l'application soit adoptée. Et donc aujourd'hui, si on n'a pas effectivement cette infrastructure solide, ça ne marchera pas. Donc aussi, le quatrième axe, comment supporter des entreprises, hein, comme vous également, qui se lancent dans le digital. Donc il faut les encourager, mais il faut mettre en place des politiques de soutien et encourager également la mise en place qu'on appelle de Digital City, Digital City et Smart City. Donc il y a 5 axes que préconisent ces études. Mais bon, là je l'ai présenté sur un seul slide, mais il y a une étude sur plusieurs pages qui est très importante. Alors, ce qu'il en sort effectivement de cette pandémie, donc et là je reviens à cette courbe de Global Connectivity Index, pendant cette pandémie-là, donc il y a plusieurs pays qui ont réajusté leur plan de transformation digitale, et donc ils ont réajusté par rapport au contexte qu'ils ont vécu. Et on voit par exemple dans l'Afrique du Sud qui ont lancé donc ils ont réajusté leur plan de digital pour avoir une meilleure couverture dans la partie rurale. On voit par exemple sur le Brésil, donc ils sont en train de lancer un plan, j'ai un slide là-dessus. Le slide, je dirais donc leur ambition et leur stratégie, c'est surtout voir comment relancer donc un economic plan. Et donc c'est basé sur une transformation digitale. Donc j'ai un slide spécifique par rapport à ça. L'Arabie Saoudite qui ont une stratégie pour 2030. Voilà, donc, et quand on regarde dans ce slide-là, on va bien aujourd'hui donc regarder donc, sur la partie gauche,
on voit il y a ce qui passe avant, donc avant le Covid, pendant le confinement et après le confinement. Et on voit très très bien que avant le Covid, donc on utilisait le digital, je dirais donc à moyenne dose, aux petites doses, en tout cas ici au Maroc, mais surtout la connectivité. On savait que la connectivité est importante, c'est une obligation, mais pendant la période de confinement, on s'est rendu compte que les télécoms, c'est très important parce que ça permet même de sauver des vies. Et donc, c'est quelque chose dont il faut vraiment encourager. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on regarde un petit peu sur ce slide à droite, où les gouvernements, aujourd'hui, ils ont pris conscience effectivement, que les télécoms, c'est quelque chose de très important pour développer des digitales. Et quand on regarde dans ce schéma au niveau mondial, on regarde l'ITU, par exemple, l'ITU qui préconise qu'il faut redéfinir la connectivité et recommande au gouvernement je dirais donc, améliorer la régulation et encourager le partage d'expériences entre les pays. Alors également, les Nations Unies également, donc effectivement, qui préconise donc un petit peu la même chose que l'ITU. Et bien sûr, donc, quand on regarde différentes organisations qui parlent effectivement, donc très important de mettre en avant ce qu'on appelle l'optimisation de trafic, la qualité de service, et comment gérer donc la connectivité dans la zone rurale. Et quand on regarde dans ce slide-là, il y a certains pays qui ont pris le devant. On voit par exemple, j'ai parlé de le cas de l'Afrique, le cas par exemple de South Africa, l'Afrique du Sud, qui a lancé donc des spectres d'une manière temporaire, il fallait passer par des appels d'offres, etc. Mais vu d'urgence, donc il fallait lancer des spectres, l'autorisation à ce que les opérateurs puissent les utiliser d'une manière temporaire pour pouvoir faire face à la congestion du réseau et fournir une meilleure qualité de service pour l'utilisateur et donc pour le citoyen. C'est l'Algérie également, donc, qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la neutralité des spectres et offrir une meilleure qualité du 4G, également la Tunisie et d'autres pays. Et quand on regarde aussi dans ce slide-là, donc on voit plusieurs pays qui ont mis en place un vrai investissement dans le digital. Donc là, on regarde par exemple dans la communauté européenne qui a annoncé un plan de 540 milliards d'euros d'investissement avec une grande partie sur l'innovation et sur le digital. Un peu en bas, on parle de Team Telecom Italia Mobile qui a annoncé un plan ambitieux. Le BEREC en Europe qui a, je dirais, anticipé l'open data parce qu'il fallait partager des données des patients avec des docteurs, etc. Et donc, ils ont optimisé, donc, enfin, ils ont plutôt, c'était un catalyseur pour mettre en place, je dirais, donc, ce qu'il faut pour l'open data. Et également, on voit également l'Allemagne qui travaille aujourd'hui sur la législation, comment considérer le travail à la maison faisant partie du droit de travail. J'ai parlé également de Brésil, le cas du Brésil qui a connu un développement déséquilibré. Donc, le Brésil qui compte à peu près 10 000 startups technologiques, c'est pas mal. Donc, c'est leader en Amérique latine, mais la vitesse Internet, elle est de 13 mégabits par seconde. Donc, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale. La moyenne mondiale aujourd'hui d'Internet, c'est 31 mégabits par seconde. Alors, avec un tel débit, on ne peut pas aider les startups à se développer, bien sûr. Alors, donc, il y a eu un travail de fond, hein, donc ce qu'on regarde un petit peu en bas de ce slide. Donc, il y a un travail de fond, donc avec un grand cabinet pour mettre en place la stratégie. Et puis après, au milieu, donc on voit très très bien donc le gouvernement qui a travaillé donc avec le privé pour mettre en place ce plan digital pour la relance économique, et le gouvernement qui a pris, je dirais, conscience d'accélérer les choses avec la pandémie. Alors, c'est aussi le cas des États-Unis. Les cas des États-Unis, ils ont compris que les télécoms, c'est très important pour la relance économique. Ils ont l'habitude parce que déjà en 2008, quand il y a eu la crise, les États-Unis, ils ont accéléré le lancement de LTE, ils ont accéléré le lancement de 4G. Donc, le premier lancement de 4G aux États-Unis, c'était en 2011, et ils ont constaté, après le lancement de 4G, donc il y a eu création de l'emploi et également donc une croissance au niveau du PIB. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on regarde un petit peu à droite. Donc là, ils sont en train de lancer un plan pour le digital et surtout pour 5G avec un investissement massif. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé de ces quatre parties,
Donc, on va revenir un petit peu donc, à Huawei. Donc là, j'ai donné un petit overview sur ce qui se passe pendant cette pandémie, comment les pays ont fait face à cette pandémie pour la relance économique, sur quel secteur ils ont joué, sur quels paramètres ils ont joué. Et la cinquième partie, je vais parler un petit peu du rôle de Huawei pendant cette pandémie. Alors, nous, ce qu'on explique plusieurs fois donc, dans les conférences et à nos partenaires, également aux différents gouvernements, quand on parle de digital transformation au niveau étatique, c'est un framework. Et dans ce framework, premièrement, donc, on regarde dans ce framework, bien sûr, la stratégie digital transformation. Mais pour supporter ce message de digital transformation, ben, il faut tout ce que vous voyez dans ce slide-là. Il y a la première couche en bas, ce qu'on appelle les facilitateurs. Et donc là, effectivement, on a besoin des talents, on a besoin de l'innovation, recherche et développement, on a besoin de créer un écosystème. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes dans ce qu'on appelle le facilitateur. Après, donc, il y a l'intervention de l'État en termes des finances, des taxes, en termes de régulation, des lois, et bien sûr la cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la première fondation de base qui est très importante pour construire une digital nation. Bien sûr, après, une fois que le gouvernement a conscience de ça, donc les hautes instances politiques, ils ont conscience de ça, après, donc, il faut construire les fondations. Comment on construit une maison? Et bien, les fondations, c'est quoi? C'est le haut débit. Donc, c'est le National Backbone, l'Internet Gateway, le National Data Center, ce qu'on appelle le Home Broadband, le développement du 4G. Et après, au-dessus, donc, on va partir sur l'IoT, sur le cloud, sur le big data, sur l'IA. Et c'est ça qui va permettre, effectivement, de servir ce qu'on appelle des industries. Qui va servir, par exemple, la ICT industrie, qui va servir le public services, par exemple, smart city, gouvernement, santé, éducation, ou ce qu'on appelle par vertical sector, c'est-à-dire finance, manufacture, énergie, agriculture. Donc, en fait, c'est un framework qu'il faut mettre en place et il faut prendre conscience. C'est ça qui permet de mettre en place une transformation digitale au niveau de l'État. Alors, nous, on s'est concentré pendant cette période de confinement. On a travaillé, donc on a fait un travail de fond avec des opérateurs télécoms en termes de connectivité, de la qualité d'Internet, parce qu'on a vu que, vous avez pu le constater de toute façon, non seulement au Maroc, mais partout dans le monde, au début du confinement, donc il y avait un usage intensif de gérer des réseaux, et donc la qualité, donc elle a été impactée. Et donc il fallait faire un travail de fond pour répondre rapidement à ces problématiques de qualité de réseau, faire face à la congestion de réseau et améliorer la qualité du service. C'est un peu le travail qu'on a fait un peu partout dans le monde, mais d'une manière concrète, c'est ce qu'on a fait avec nos partenaires opérateurs télécoms au Maroc. Ils sont sollicités, il y en a même quelques-uns qui ont publié donc, des articles sur les innovations que nous avons pu mettre en place. D'ailleurs, un des opérateurs, on a mis en place des innovations qui sont basées sur l'intelligence artificielle et qui permettent de répartir les trafics sur différentes bandes, je dirais, de fréquences en fonction de l'usage. Et donc ça, c'est effectivement, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est l'intelligence artificielle qui permet de répartir le trafic sur différentes bandes de fréquences. Si par exemple la bande A, elle n'est pas très utilisée, je passe sur une bande B, je passe sur une autre bande, etc. Et ça permet de répartir le trafic et ça permet je dirais, d'améliorer la qualité du réseau. Donc on s'est concentré sur des choses sur la santé. Également, donc on a eu pas mal d'actions sur le secteur d'éducation, donc qui est très important. Quelques donc, secteurs sur le secteur d'industrie, le secteur bancaire, et également avec le gouvernement. Et c'est un peu ce que je vais expliquer. Donc la première chose qu'on a fait, donc c'était depuis le début du confinement, nous avons eu une réunion avec la primature, avec le Premier ministre, et donc nous avons mis en place, nous avons fait un don qui a été d'ailleurs donc publié par la primature, donc une solution donc de vidéoconférence qui permet à ce que la primature puisse continuer un travail donc je dirais donc de réunion avec les différentes administrations et les différents ministères. Donc ça, on l'a mis en place à la primature. Donc c'est ce que un peu j'explique dans ce slide, et donc ça vient je dirais des articles qui ont été publiés par la primature et également par certains journalistes. Donc, et puis également, donc on a mis en place je dirais donc une solution
basé sur l'intelligence artificielle. Donc, après discussion avec la primature et, et l'accord, donc, monsieur le ministre de la Santé, nous avons mis un test avec le CHU de Casablanca qui a duré à peu près 10 jours, ce qu'on appelle le COVID-19 Cloud AI Assistant. En fait, c'est tout simplement d'une manière simple. Aujourd'hui, c'est pour aider à faire le diagnostic de COVID. En fait, ce n'est pas pour faire un diagnostic comme des PCR ou d'autres, mais tout simplement, en fait, les patients qui sont atteints du COVID, qui sont dans un état un peu critique, on leur fait faire des scanners. Donc, et ces radios, pour l'interprétation de ces radios, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, et puis il faut aussi que les radiologues soient là. Donc, nous, ce qu'on a fait, donc, nous avons fait un test, on a mis un test en place. Donc, en fait, une fois que le patient, on lui fait passer la radio, donc le scanner, enfin la radio, donc cette image de la radio, donc on l'envoie directement à travers donc, un mécanisme de connexion Internet sécurisé sur notre cloud Huawei avec l'intelligence artificielle, et ça permet de faire un diagnostic très précis au bout d'1 ou 2 minutes. Donc, le docteur, il a un diagnostic qui vient de l'intelligence artificielle. Et ce que je trouve super pendant cette période de test, qui a duré à peu près 2 ou 3 semaines, c'est que les docteurs au Maroc, ils ont bien compris que l'outil d'intelligence artificielle, c'est un assistant qui va leur permettre à faire un diagnostic. Mais finalement, le mettre à bord, c'est le docteur. Parce que souvent, j'entends parler de l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Non, en fait, c'est un outil, tout simplement, qui permet de faciliter la vie pour nous. C'est un peu ce que nous avons fait pendant cette période pour le CHU de Casablanca. Et ce qui est important dans cette solution qui est basée sur les algorithmes d'intelligence artificielle, donc ça peut faire également beaucoup plus que, je dirais, le diagnostic. Un patient à qui on fait passer, par exemple, une radio cette semaine, donc on a l'interprétation par l'intelligence artificielle, on lui fait faire, par exemple, une radio la semaine d'après, l'algorithme d'intelligence artificielle, il peut faire la différence entre le diagnostic de la semaine d'avant et le diagnostic d'aujourd'hui, et il peut regarder la différence, il peut dire qu'effectivement, est-ce que le traitement a amélioré ou n'a pas amélioré l'état du patient. Parce que dans ce diagnostic-là, on regarde aussi le pourcentage, donc je dirais, au niveau des poumons, combien des poumons ils sont atteints. Est-ce qu'ils sont atteints à 60%, 80%? Et ces calculs, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ça qui prend un peu de temps. Alors que l'intelligence artificielle, ça va un peu plus vite et ça permet de faire un diagnostic rapide et précis. Alors, j'ai parlé de la santé, l'éducation, donc on a parlé, donc en fait, pendant le confinement, nous avons lancé un programme qui s'appelle Morocco Go Digital. Et en fait, on a mis en place une plateforme ICT qui aujourd'hui, ce qu'on appelle Huawei ICT Academy. Ce sont des cours en ligne gratuits pour tous les étudiants. D'ailleurs, Huawei ICT Academy, ce n'est pas seulement au Maroc, c'est au niveau mondial. Alors, au Maroc, Huawei ICT Academy, donc, ce sont des cours gratuits à la disposition des étudiants et à la disposition des professeurs. Et donc, nous avons signé donc, avec, je ne sais plus, 14 ou 15 universités dans le Maroc qui sont aujourd'hui des partenaires de Huawei, donc ils sont Huawei ICT Academy. Et donc, ces cours-là, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants peuvent suivre les cours gratuitement et après, s'ils le souhaitent, ils peuvent passer les examens et les tests et donc ils peuvent être certifiés. Ce sont des certificats qui sont reconnus par le milieu ICT et qui sont reconnus par tout le milieu ICT, non seulement au Maroc, mais au niveau international. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période de confinement, on avait un engouement de la part des étudiants pour suivre ces cours. Et également, la bonne surprise, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont sauté le pas et donc ils ont fait des certificats qui ont été certifiés sur le big data, sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, sur 5G, ce qui nous a amené à, si vous voyez sur le slide, au rectangle qui est à droite, à une réunion avec le ministre de l'Éducation. On a présenté le résultat, donc il y avait quand même 700 étudiants certifiés, 90 enseignants, chercheurs qui ont certifié sur le big data, sur le cloud, sur la technique de routage, sur le switching. Et également, la bonne surprise, c'est qu'on a eu les premiers professeurs et le premier étudiant certifiés également sur les technologies 5G. Et donc, on a lancé également un programme dimanche dernier, ce qu'on appelle ICT Academy, donc 5G au Maroc.
Et donc, c'est des cours que nous avons lancés dimanche dernier pour encourager les étudiants à être certifiés. Parce que certifié, ça permet d'avoir une corde, enfin un arc, enfin, une corde de plus à son arc. Et donc, ça permet effectivement d'augmenter les chances d'étudiants rapidement de trouver un job. Et ça permet aussi de contribuer à ce qu'on former des talents dans le digital au Maroc. C'est ça qui est important. Et plus on a des talents dans l'intelligence artificielle, dans le cloud, dans les techniques de routage, dans le big data, plus effectivement ça va être pour nous important et beaucoup plus facile de développer le digital. Bien sûr, donc nous avons également donc le rectangle un petit peu complètement à droite. Nous avons accompagné la première école dans la transformation digitale. Donc c'est une cérémonie auquel on a assisté donc dimanche dernier. Donc, vous voyez, donc, il y a eu pas mal d'actions dans le digital. Donc, on a lancé donc, ce programme qui s'appelle Learning Never Stop. Donc, on a eu également donc, un travail de fond avec BCP qui a abouti, donc c'est un travail de fond depuis plusieurs années, hein, donc qui a été accéléré pendant la pandémie et qui a eu la signature d'une collaboration entre Huawei et le groupe BCP pour construire la banque digitale en Afrique. Et donc là, effectivement, c'est un panorama de certaines activités que nous avons lancées pendant la pandémie, comme certaines conférences où nous avons présenté les 5G use case applications qui sont adaptées pour le gouvernement marocain, pour l'économie marocaine, pardon. J'ai participé également, donc moi-même, à un cluster Industrie 4.0, qui était organisé par l'APIB avec le ministère de Commerce et d'Industrie, et différentes, effectivement, donc également, donc on a eu également une conférence comment booster, donc effectivement accélérer le digital dans la ville de Rabat, et également donc une conférence sur le blockchain. Donc je vous laisse regarder. There are parts of our world where light can't reach. Divides that are too wide for rivers to flow. But technology has the power to help. In remote areas of Nigeria, connectivity brings new life to local communities, opening doors to trade, banking, better education, and healthcare. In Bangladesh, digital training has given more than 240,000 women new opportunities in life. With AI, deaf children everywhere can translate written words into sign language. So no child misses out on the joy of story time. In Central America, upcycled smartphones help rangers detect poachers and loggers, keeping rainforests safe for everyone. Our planet may not be perfect, but digital technology can help make it better. In the next 5 years, we want to work together with our partners to help 500 million more people directly benefit from digital technology. Focusing on healthcare, education, environmental protection, and economic equality. Tech for all. Pass it on. Voilà, donc je voulais finir ma présentation avec cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans ce qu'on appelle Tech for All, qui est beaucoup plus que la connectivité, mais c'est aussi surtout pour le social et pour les citoyens sur différents secteurs, comme surtout l'industrie, la santé, le Digital City, etc. Voilà, donc c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. Et donc, je suis à votre disposition pour une interaction de quelques questions-réponses. Merci beaucoup, c'est Chakib Assoud, pour l'excellente présentation que vous venez de faire. Je vous remercie aussi pour la vidéo, très touchante et très bien faite. Merci, merci. Donc, je vais tout simplement me permettre de rappeler à nos chers auditeurs qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions soit à travers le chat, soit pour les personnes qui sont directement avec nous sur Zoom,
de lever la main et de poser la question directement à ces équipes. Donc, n'hésitez surtout pas, nous sommes entre nous et c'est pour le bien de la technologie. J'ai une main levée. Je vais commencer avec la main levée avant de... Selma, ta question, tu souhaites la poser directement ou tu voudrais que je la pose? Tu vas pouvoir la poser. Vas-y, je te donne. Très bien. Moi, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres que j'ai posées à Achour, mes questions à moi. OK, ça sera fait. Vas-y, Donc Achour. là, je donne la main directement à Monsieur Younes Ait Bouslem. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, permettez de te parler. Si Younes, vous avez la parole. Je vous invite à activer votre micro. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Oui, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde se porte bien. Du coup, moi, c'est la première fois que je fais ce genre de conférence, en fait. Moi, du coup, je suis basé à Paris. Je suis consultant, en fait, mobilité EMM au sein de Neuron-IT, en fait, une filiale on va dire, qui est axée sur le digital à Nanterre exactement. Et du coup, là, actuellement, moi, je suis consultant EMM. Du coup, je sais pas déjà si vous savez ce que c'est le EMM déjà. Je sais pas si c'est familier à tout le monde ou pas. Si Shekib, qui est spécialiste. Ouais, je sais pas si ça vous est familier, monsieur Shekib. Je ne sais pas, est-ce que vous parlez de machine to machine ou j'ai pas très bien compris? Non, en fait, le MM, en fait, c'est tout ce qui est, je sais pas si vous connaissez Mobile Iron, VMware, Workspace ONE, je sais pas si c'est des termes que vous connaissez ou pas. Ok, bah oui, parce qu'on a la même solution que VMware, donc on a une solution de virtualisation qui est basée sur OpenStack. D'accord, ok. Et du coup, en fait, moi, plus particulièrement, je suis chez EDF actuellement, je suis en régie, là, ça fait 2 ans. Et du coup, le parc EDF, en fait, c'est 35 000 terminaux Android, en fait. Du coup, il y a du Samsung, il y a du Huawei. Et du coup, en fait, avec le nouveau mode de management que Google va apporter, en fait, du coup, EDF se pose des questions et notamment en fait sur les relations entre Huawei et Android, en fait, entre Huawei et Google. Et du coup, moi, j'ai eu la question directement, ouais, comment on va faire pour gérer les terminaux, en fait. Bah, je leur ai dit, bah, je ne sais pas. Je leur ai dit, je vais avoir une conférence dans pas longtemps et je vais voir si je peux avoir des informations. Du coup, c'était le but, c'était ma question. Ok, bah écoutez, donc vous êtes basé en France. Je vais vous mettre en contact avec mes collègues Huawei France. Comme j'ai expliqué pendant le début de la présentation, nous avons plusieurs business units. Et il y a une business unit qui est dédiée à ce qu'on appelle le consumer, donc qui concerne les tablettes, smartphones, etc. Et donc, au sein de cette business unit, il y a des spécialistes, des experts dans ce domaine-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, donc de la même façon, donc il y a le Play Store, donc sur Android, nous avons l'équivalent Play Store qui s'appelle App Gallery. Bien entendu. Voilà, bien entendu, il n'est pas aussi riche que Play Store parce qu'ils ont beaucoup plus d'histoire que HMS, donc Huawei Mobile Services, à l'instar donc Google Mobile Services. Mais donc c'est un écosystème qui va très très vite. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des applications qui sont portées directement sur App Gallery. Et on a une équipe qui est très, je dirais, dynamique, qui travaille sur l'enregistrement de l'écosystème de App Gallery un peu partout dans le monde, y compris par exemple en France, et qui travaille donc avec toutes les sociétés comme que ce soit EDF, les banques, etc., pour les aider à porter leurs applications sur l'équivalent de Play Store qui s'appelle App Gallery. D'accord, ok. Ouais, parce que du coup, ils s'étaient posé la question parce que pour enrôler un terminal sur un EMM, il faut du coup télécharger une application et du coup, pour télécharger cette application, il faut aller sur un store.
Du coup, ils se sont posés Ouais. vite la question, en fait, c'est pour ça. En fait. Alors, comme EDF, c'est un compte important, Oui. je partagerai avec Madame Selma et Monsieur Driss donc, mes contacts et je vous mettrai en contact et l'équipe va vous aider parce qu'ils ont l'habitude de ça, parce que moi, je sais ce qu'ils font. Donc, ils font la même chose ici au Maroc. Hein, donc, Oui. ils travaillent avec les banques, ils travaillent sur plusieurs domaines pour les aider à porter les applications sur AppGallery. D'accord. Mais oui, effectivement, après, ouais, moi, sérieusement, après, au niveau de votre présentation, moi, voilà, sincèrement, j'ai accroché, en fait, faut Merci. dire ce qui est. Non, non, faut dire ce qui est. Faut les dire franchement, quoi. On va pas passer par quatre chemins. Et c'est clair, quoi, si on peut aider. Moi, en tout cas, moi, je suis né en France, en fait, hein, pour info. Mais voilà, mais après, moi, D'accord. si je peux favoriser, on va dire, notre pays à évoluer dans le digital, moi, j'y vois aucun inconvénient. Et sérieusement, je me suis toujours dit, il faut que j'ai quand même une petite expérience d'apporter on va dire, ma pierre à l'édifice, en fait. Et du coup, j'aimerais bien un jour, voilà, parce que nous, on va dire au niveau du digital en France, voilà, comme on a pu le voir sur vos diapos, on va dire, on est un peu avancé. Et du coup, c'est Oui. et un savoir quand il est partagé, il est meilleur, quoi. Du coup, Bah, écoutez, moi, je peux vous aider donc, à travailler donc, dans l'écosystème de Huawei. Donc, je peux vous mettre en contact avec mes collègues Huawei donc, en France. ouais, Donc là, j'ai entendu parler donc, sur VMware. Donc, on a la même chose. Donc, on a ce qu'on appelle, c'est une solution donc, qui est équivalente, qui est basée sur OpenStack, open ouais, source en plus, mais d'accord, qui est packagé Huawei. Et d'accord, aujourd'hui, le cloud que nous avons lancé d'ailleurs donc avec OBS, Orange oui, en France, c'est basé sur nos solutions OpenStack. d'accord, ok, ok. Ouais, après, oui, c'est vrai, ouais, c'est une opportunité à saisir, oui. Opportunité à saisir. Avec plaisir. Voilà, voilà, mais sinon, merci Merci. à vous. Merci, merci, Merci. merci. Merci beaucoup, Younes. Ouais. Merci, Shakib, pour ces éclaircissements. Alors, on a une question. Selma, tu la prends? Alors moi, si tu me le permets, Achraf, j'ai posé à Ashor une question enfin, personnelle. Dans le fond, moi je resterai dans le contexte du Maroc. Y a-t-il des propositions spontanées que fait Huawei au gouvernement et est-ce que le gouvernement est attentif justement à vos propositions pour faciliter au niveau digital la vie aux citoyens? La réponse est oui. Donc, c'est ce que je passe mon temps à le faire d'ailleurs. Donc, avec différents ministres, j'ai eu pas mal donc, de réunions avec le ministre de Commerce et d'Industrie, des conférences, etc. Oui. Donc, on présente souvent nos solutions, notre savoir-faire. Il faut dire aussi on a un support de la part du ministère du Commerce et d'Industrie. C'est un point positif. Également, donc, un support de la part de l'ADD, l'Agence digitale développement. Maintenant, effectivement, d'une manière générale, au niveau gouvernement, il y a beaucoup de réticences, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qu'il faut gérer. Et donc, ça, ce n'est pas facile. Et on voit avec cette pandémie, donc il y a une prise de conscience. Donc, cette prise de conscience, elle est là. Et j'espère que cette prise de conscience va être un catalyseur pour qu'on puisse avancer dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui freine, ce n'est pas la technologie, puisque la technologie, nous l'avons déjà déployé dans d'autres pays et on sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas. Mais le vrai problème, ce sont des problèmes politiques parce que le digital, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc il faut avoir une politique de développement donc, pour les talents, pour l'innovation, pour la recherche et développement, mais surtout des lois pour accompagner donc l'adoption de digital, d'investissement, donc une politique fiscale flexible pour encourager le digital. Donc en fait, c'est tout un framework, c'est tout un schéma dans lequel ils doivent adhérer tous les ministères. Et c'est ça la complexité. En tout cas, je vous remercie et je voudrais, si Achraf le permet, je voudrais rebondir sur une petite question par rapport à la conjoncture maintenant. Elle nous a inspiré plein de choses, elle nous a inspiré le digital, elle nous a poussé à utiliser toutes les technologies, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, en tant que Huawei, que comme quoi tout ça s'arrête et que ça régresse ou
ça ralentisse lorsque nous aurons trouvé, enfin, les scientifiques auront trouvé des remèdes et des vaccins contre le Covid. Ne croyez-vous pas qu'il y aura un petit un arrêt par rapport à tout ce succès qu'a connu les télécommunications pendant la conjoncture? Est-ce qu'il n'y a pas des craintes? Est-ce que vous faites des statistiques? Est-ce que vous faites des études que vous ventilez par la suite? Qu'en est-il par rapport à ça? Aujourd'hui, clairement, donc les études ils sont faites non seulement par Huawei, mais aussi par des cabinets externes, etc. Mais la tendance est la suivante. La tendance aujourd'hui, donc on sait qu'aujourd'hui, nous avons besoin des télécoms comme nous avons besoin de l'eau ou de l'électricité. Ça, c'est un fait. On sait qu'aujourd'hui, on parle de l'éducation, mais malheureusement, donc, au Maroc, mais aussi dans certains pays, dans la zone rurale, l'Internet n'est pas là. Et donc, si l'Internet n'est pas là, l'éducation ne peut pas avoir lieu. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous allons assister à de nouveaux modèles économiques. Donc, d'ailleurs, c'est un peu la volonté de Sa Majesté quand il a mis en place CSMD, donc avec M. Chakib Ben Moussa. Je pense qu'il y aura de nouveaux modèles économiques et qui, bien sûr, qui vont nécessiter le digital parce qu'aujourd'hui, dans la zone rurale, par exemple dans l'Atlas, il est plus facile de mettre la connectivité Internet et avec une école centrale que d'avoir donc de la route ou bien plutôt des écoles qui sont à 4 km de Douar ou que sais-je encore. Donc, il y a un nouveau modèle économique qui doit s'imposer pour accompagner donc effectivement la mise en place de l'école pour tous. De la même façon pour le digital, enfin pardon, pour la santé. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'avoir donc la santé je dirais donc enfin comme je dirais donc il fonctionnait avant, donc avant la pandémie. Aujourd'hui, donc on veut qu'il y ait la santé partout dans le pays et pour qu'on puisse apporter le service de santé partout dans le pays, donc il faut encourager le digital. On peut avoir donc des solutions en place de télémédecine, de télédiagnostic, bien sûr. Également, on peut avoir aussi ce qu'on appelle le cloud médical pour aider les docteurs à mieux maîtriser les maladies, partager les informations. Aujourd'hui, le digital est je dirais, est un levier qui est très important, aussi bien pour le citoyen. Aujourd'hui, donc on sait très très bien pendant cette pandémie, on va faire l'accent de plus en plus, on le voit à plusieurs pays sur le social, c'est la santé et l'éducation. Et ces domaines-là ne peuvent pas se développer sans le digital. Le digital, c'est très important et c'est le fondement de base de développement de ces deux secteurs. Merci beaucoup, Selma, pour tes questions. C'est Achor. Alors, j'ai une question depuis Facebook. En fait, j'en ai deux. Est-ce que la 5G a commencé à être installée au Maroc et en quoi est-ce qu'elle peut aider à recouvrir l'économie marocaine après Covid? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui nous vient de M. Omar Magoul, c'est quelle est la contribution de Huawei au développement des fintech au Maroc? D'accord. Alors, pour la première question pour 5G, au Maroc, non, pas encore, mais par contre, nous avons fait des pilotes l'année dernière avec les opérateurs télécoms ici au Maroc. Nous avons fait des pilotes 5G. Maintenant, si vous voulez l'apport de 5G pour la relance économique, premièrement, il faut comprendre que 5G n'est pas là pour remplacer 4G. Donc, il faut continuer à développer le 4G. Donc, on a le 4G, il faut continuer à le développer. Le 5G, on va le mettre en place uniquement pour répondre à des besoins identifiés pour des besoins spécifiques. Le premier besoin de base aujourd'hui, c'est d'apporter le haut débit. Aujourd'hui, le haut débit, donc que ce soit aux familles ou aux entreprises. Nous n'avons pas la fibre partout. Il y a certaines zones où nous avons besoin de haut débit. Alors, dans certaines zones où nous avons besoin de haut débit, nous n'avons pas la fibre. Nous pouvons déployer 5G, c'est ce qu'on appelle l'Internet mobile. Ce qui permet effectivement aux clients, que ce soit entreprise ou foyer, d'avoir le confort de la fibre avec 5G. Donc, c'est déjà premièrement, donc, la nécessité de base ou le besoin de base, c'est le développement de haut débit. Donc, 5G peut contribuer effectivement au développement de haut débit au Maroc. Le deuxième point, on veut développer aujourd'hui au Maroc l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est quoi? Donc, en fait, c'est un artifice entre les capteurs, l'IoT, le cloud, l'intelligence artificielle. Et tout ça ne peut se développer qu'avec 5G. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle je dirais donc d'industrie 4.0, donc on met en place le réseau qui sont basés sur 5G,
Pourquoi? Parce que 5G, il est natif intelligence artificielle. 5G travaille avec l'intelligence artificielle, le big data et le cloud. Et donc, c'est ça qui permet de mettre en place l'industrie 4.0. Également, des cas d'usage qui sont, par exemple, pour le transport, pour Smart City. Donc, 5G, ça va s'imposer par des cas spécifiques où vraiment nous avons un besoin clair. Et aujourd'hui, 5G, ce n'est pas juste le débit, c'est aussi le temps de latence. Ce temps de latence qui est très, très réduit, qui permet de mettre en place des cas d'usage très concrets pour des business assez critiques, que ce soit dans l'industrie, l'aéronautique ou également, par exemple, dans l'agriculture aussi. Voilà, donc un petit peu donc, pour 5G. Pour les fintech, oui, donc aujourd'hui, dans un slide, j'ai présenté donc, je dirais donc, le partenariat qui a été annoncé d'une manière officielle entre Huawei Afrique et le groupe BCP, donc au niveau africain. Donc, on va aider le groupe BCP à accélérer la transformation digitale de la banque. Tout à l'heure, donc, le monsieur, donc, il a parlé du VMware. Donc, on va mettre en place des plateformes de cloud, de virtualisation qui sont basées sur OpenStack. On va optimiser la connectivité au sein des banques avec les nouvelles technologies Wi-Fi, l'intelligence artificielle et également les banques, je dirais, donc la banque digitale, la banque du futur. Donc, oui, on travaille également dans le fintech et on a donc dans ce secteur-là, donc on a toute une équipe qui ne fait que ça, qui travaille que sur le fintech. Merci beaucoup, c'est Ashur. Alors, il y avait une main levée tout à l'heure de Sophia Lebar. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Sophia? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Dr Sophia Alpa. Je suis docteur en télécom et traitement de signal. Et en même temps, je suis vice-trésorier de la Chambre du commerce de la région Fès-Meknès. Et bien sûr, investisseur en premier. Donc, ça fait. Donc, déjà, ma famille, c'est des investisseurs. Donc, je suis la même route que la famille. Donc, la première question que j'ai, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a des centres de recherche Huawei au Maroc? Et si oui, où? Et pourquoi? Donc, je ne sais pas, à ma connaissance, il y a aucun centre de recherche qui est à Fès ou dans la région Fès en général, alors qu'on a un potentiel d'étudiants extraordinaires. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée ou vous pensez à ce que vous investissez dans ce domaine, surtout dans cette région, puisqu'on a le savoir-faire et nous, on ne veut pas que prendre les outils de Huawei, mais participer dans la construction de l'appareillage aussi. Ça, d'une part. Ma deuxième question, elle est la suivante. Donc, avec la mentalité marocaine, sincèrement, moi, je me demande, c'est-à-dire quelles sont les applications que vous arrivez à vendre pour le service médical. Parce que moi, en fait, il y a donc le haut débit, etc. Donc, on arrive à l'avoir généralement. Donc, il y a des applications, par exemple, pour un médecin. Donc, il envoie peut-être des radios, etc. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment les autres applications qui sont free? Est-ce qu'ils ne peuvent pas donc déjà envoyer ces documents et que vraiment, est-ce qu'ils nécessitent donc l'apport d'une compagnie dédiée pour leur permettre à faire ça. Bien sûr, donc j'ai eu contact avec plusieurs sociétés qui sont pas pareilles à Huawei et qui m'ont poussé, surtout qui savent que j'ai une formation de base de télécom et de génie électrique. Donc, ils m'ont poussé pour essayer de les aider à promouvoir le digital dans la région et surtout pour promouvoir donc le digital pour les régions. Mais sincèrement, moi, avec la mentalité marocaine, je ne sais pas, c'est-à-dire la stratégie commerciale, et comment vous pouvez vendre le produit parce que nous au Maroc s'il n'y a pas un médecin qui nous donc on va on le voit déjà avec ses vêtements c'est-à-dire il fournit des efforts manuels etc et il nous pose des questions etc c'est-à-dire s'il n'y a pas le direct on n'y croit pas donc
c'est-à-dire le faire online. Je ne sais même pas s'il y a des pays qui le font, mais je pense que c'est des recherches, c'est pas de la réalité en fait. Donc ça d'une part. La deuxième, quand vous parlez d'une ville, donc intelligente. Donc une ville intelligente, moi je connais les parkings avec un système réseau, etc., qui peuvent par exemple détecter donc s'il y a une place vide, etc., donc un système pour annoncer un positionnement vide ou un truc comme ça. Mais c'est-à-dire, ça, c'est des petites applications. Mais quand vous dites une ville complètement, une ville intelligente, donc j'aimerais bien avoir plus de détails. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci madame pour ces questions. Donc, je vais vous répondre. La première partie pour les centres de recherche et développement au Maroc, non, pas encore, mais par contre, bon, ça se fait par étapes. Hein. Premièrement, donc, le Maroc a été choisi maintenant par Huawei depuis à peu près 2 ans comme bureau régional, comme hub pour gérer donc 29 pays. Donc aujourd'hui au Maroc, nous avons Huawei Maroc avec les bureaux Rabat Casablanca, mais nous avons également le siège régional de 29 pays à Casamarina. Donc ça, c'est une décision qui est très importante. Nous avons lancé également le programme de ICT Academy. C'est un programme très important. On nous accompagne à plusieurs universités, dans l'université de Fès, pour former des talents dans le digital, dont le Maroc aujourd'hui manque. Donc ça, on le fait aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas un scoop, mais c'est des choses que nous sommes en train de discuter en ce moment. Nous avons l'intention de lancer un centre d'innovation pour l'Afrique qui va être lancé au Maroc. Et ça va être surtout pour travailler avec un écosystème marocain. Et aujourd'hui, par exemple, sélectionner cet écosystème marocain de start-up avec le gouvernement. Donc, on va, par exemple, identifier un cas d'usage qui est très important, qui est proche de l'économie nationale, qui peut être sur l'agriculture. Et donc, nous avons l'expérience de ces cas d'usage dans d'autres pays. Donc, on va adapter ce cas d'usage pour le contexte marocain. Et là, on va travailler avec des sociétés marocaines. Donc, on va mettre en place l'expertise nécessaire, les experts nécessaires, la plateforme nécessaire à leur disposition avec le cloud, l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent faire leur développement. Donc ça, c'est en cours. Maintenant, pour des villes, pour la santé, oui, évidemment que ça existe. Beaucoup de pays l'utilisent aujourd'hui. Il suffit de regarder, par exemple, le cas de Maroc. Il suffit d'aller dans la région de Fès, par exemple. Donc, vous avez un hôpital où les gens ils vont se déplacer, mais il n'y a pas beaucoup de docteurs. Eh ben, les gens ils peuvent aller dans de centres hospitaliers, mais ils peuvent avoir des télédiagnostics et des téléconsultations à distance. Donc, ça permet de généraliser la santé dans le royaume. Alors, bien sûr, peut-être on n'a pas encore la mentalité aujourd'hui d'accepter la téléconsultation à partir de la maison, mais ça va venir. Mais si on fait un centre hospitalier où on n'a pas beaucoup de personnel de la santé, ils sont quelque part à Fès, mais pas dans la région, ils peuvent quand même soigner les malades. Donc, ça se fait aujourd'hui dans d'autres pays. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la pandémie, nous avons mis en place donc, ce test avec le CHU de Casablanca et qui a été très concluant. Donc, ce n'est pas des applications, en fait, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui va aider les docteurs. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a aussi une pénurie de radiologues au Maroc. Et donc, cet algorithme, il permet d'avoir un diagnostic assez précis et rapide avec les algorithmes d'intelligence artificielle. Pour Smart City, oui, c'est une réalité. Donc, on a plusieurs villes aujourd'hui qui sont Smart City. Hein. Donc, Rotterdam, aujourd'hui, c'est une ville qui est Smart City. Donc, vous avez des capteurs qui vont capter le niveau de l'eau, donc ils vont prévenir s'il y a un problème d'inondation. Il y a également donc, le transport, l'éducation. Et je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, dans le centre, ce qu'on appelle Smart City, on a la possibilité de positionner des capteurs, collecter les données, les traiter dans les cloud data centers pour effectivement construire ces librairies et exposer les données à travers des écrans. Donc, un centre de commandement qui peut être supervisé par un ministre ou par un wali et qui peut lui donner en temps réel l'état du trafic, par exemple, en temps réel l'état de pollution, en temps réel le nombre de diplômés dans sa région, en temps réel le chiffre d'affaires
des sociétés en temps réel, des sociétés qui recrutent en temps réel, des sociétés qui sont en train de licencier. Tout ça, c'est des réalités. C'est des réalités qui existent aujourd'hui dans plusieurs villes. Nous les avons déployées. Marrakech, aujourd'hui, ce n'est pas une smart city, mais on peut dire qu'elle est dans une première étape safe city, où nous avons mis en place des caméras donc, de vidéo sécurisées qui permettent effectivement de sécuriser la ville avec un centre de commandement dans le data center de Marrakech qui est à la disposition de la wilaya de Marrakech. Donc oui, Smart City, c'est une réalité et c'est une nécessité pour les citoyens parce que ça permet de faciliter l'usage de transport, de la santé, de l'éducation et avoir des informations en temps réel pour des décideurs politiques. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup, c'est Achour. Alors, Sophia nous écrit par message, elle vous remercie. Merci Sophia également. Donc, je peux la rencontrer plus tard, on peut rester en contact, bien sûr, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, Sophia, si tu veux bien partager ton numéro de téléphone, on se charge de le transmettre à Sia Achour et ça serait avec grand plaisir pour le bien de la région aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, Selma, à ton niveau. Alors, vu le timing, je pense que je vais prendre une ou deux questions. Oui, je pense que oui. Alors, nous avons Abdou Benoît qui nous dit, c'est moi, il a dit, qu'en est-il de la souveraineté et le respect de la loi de programmation militaire? Je vois pas, je sais pas si la question est... est-ce que, franchement, je ne vois pas le rapport, mais... oui, la programmation militaire, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça, c'est ça. J'y ai pensé. La souveraineté, je sais ce que c'est. Donc, la souveraineté, effectivement, c'est de construire un cloud data center souverain. On fait dans plusieurs pays. Et donc, restons au Maroc. Au Maroc, nous avons fait le premier cloud souverain puisque c'est un cloud Inouï. Donc, le cloud de Inouï aujourd'hui, de Inouï B2B Cloud, c'est un cloud qui est basé sur notre infrastructure, mais qui est basé sur leur data center à eux. Donc, c'est un cloud souverain. Donc, maintenant, pour la programmation militaire, je ne vois pas la question, je ne comprends pas. Une toute dernière question, si vous le permettez, c'est Achour. Est-ce que la géopolitique n'est pas une menace pour le développement de la 5G? C'est une question qui nous vient de Facebook. La géopolitique, est-ce que la géopolitique n'est pas une menace pour le développement de la 5G? Bah, écoutez, donc il y a de la politique d'un côté, il y a l'innovation de l'autre côté. Nous sommes une société dans l'innovation. Donc 50%, comme je vous ai expliqué, de la population de Huawei fait que le recherche et développement. Nous sommes dans l'innovation. Nous allons continuer à travailler dans l'innovation et nous allons continuer à montrer comment l'innovation peut aider à faciliter notre vie au quotidien, que ce soit sur la santé, sur notre travail au quotidien, sur l'éducation. Donc ça, c'est ça notre mission, parce que notre mission est toujours la même, c'est d'apporter le service digital à toute organisation, citoyens, entreprises et gouvernements, dans un but de construire un monde intelligent et connecté. Maintenant, la partie politique, moi je ne suis pas de la politique, je fais de l'innovation, et je sais qu'aujourd'hui, ce qui dérange, c'est parce que Huawei donc, a un développement extraordinaire, et puis surtout, donc, Huawei donc, a pris de l'avance sur l'intelligence artificielle. Et une chose qui est très importante, ce qu'il faut comprendre sur le 5G, pourquoi nous avons de l'avance, parce que nous maîtrisons je dirais, la technologie 5G de bout en bout. Nos concurrents, pour ne pas les nommer, quand ils veulent déployer une solution 5G, ils vont travailler avec 4-5 partenaires. Parce que 5G, ce n'est pas juste la radio. C'est la radio, c'est la fibre, c'est la transmission, c'est le cloud computing, c'est la transformation du cœur de réseau basé sur le computing, sur le cloud. C'est aussi le smartphone, c'est aussi le terminal, c'est aussi donc tout ça, donc nous là, donc on l'a de bout en bout, et également on a également nos propres chipsets, parce qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est que les smartphones 5G, ils sont 100% Huawei. Donc ils n'utilisent aucune chipset, aucune technologie venant d'autres pays ou quoi que ce soit. Donc
Donc, nous maîtrisons la technologie de bout en bout et nous n'avons pas d'autres contributeurs par rapport à cette technologie. Par contre, nous avons besoin surtout de développer l'écosystème, des partenaires pour développer des applications dans l'innovation, pour apporter l'innovation aux citoyens. Alors, je peux prendre une dernière question si vous voulez. Je prends juste la parole rapidement pour rappeler que, d'abord, pour vous remercier des éclaircissements que vous avez apportés. Et je tiens à clarifier une chose, c'est que nous aussi, en tant que club de dirigeants, on est à vocation apolitique. Et donc, toute question qui est liée à la politique n'engage que la personne qui la pose. Donc, je tiens à préciser cela. Après, Selma, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Dans le fond, il y en a d'autres, mais quand même, je pense que nous avons pris un petit peu beaucoup de temps à Chakib Achour. Nous allons prendre le temps de le remercier comme il se doit, comme il nous a fait l'honneur de participer à ce webinaire. Donc, si Chakib, personnellement, je vous remercie infiniment. Et je vous envoie le grand bonjour du Canada où, justement, la Smart City, elle existe. Oui. Elle existe. J'allais rebondir tout à l'heure quand madame a posé la question, j'allais donner un petit exemple, c'est-à-dire que par exemple quand l'ambulance passe, et ben, tous les feux se mettent en rouge. J'aimerais bien qu'au Maroc ça se passe comme ça, mais encore faut-il de l'éducation et de l'éducation encore à la population lambda du citoyen, et aussi il faut que les infrastructures suivent. Ça va arriver. Je suis très positive envers le développement de mon pays. Ça va arriver parce qu'on y croit. Ça va arriver à l'aide de justement ces entrepreneurs que nous représentons au Maroc et à l'extérieur, avec des représentations partout dans le monde. Il nous manque uniquement l'Australie. Ça va venir. Et donc, c'est Achour, vraiment merci du fond du cœur. Vous êtes une compétence dont nous nous enorgueillons et nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura de la collaboration entre le club des dirigeants et Huawei dans le futur. Merci, c'est Achour. Merci beaucoup. Merci Salma. Merci M. Ashraf Alaoui, M. Driss. Merci à tous et à toutes. Donc, moi aussi, j'étais honoré donc, de participer à cette conférence, à ce webinaire. Bien entendu, donc, je reste en contact avec vous. Donc, s'il y a d'autres questions qu'il faut clarifier, bien entendu, donc, je suis à votre disposition. Je partagerai également avec vous une copie de la présentation. Hein. Et puis, certaines personnes qui ont posé des questions, s'ils veulent prendre contact avec moi, comme la première personne qui veut développer des choses avec EDF sur AppGallery, je peux lui donner le contact. Madame Sophia en Fès, donc effectivement, donc nous sommes également partenaires avec l'université de Fès sur ICT Academy. Donc je peux la rencontrer ou discuter avec elle sur sur ce qu'on peut faire sur la région de Fès. Donc nous avons besoin effectivement donc de construire donc ce Maroc digital dont tout le monde parle, et donc nous avons besoin de tout le monde. En tout cas, donc moi je vous remercie, donc je reste à votre disposition bien sûr. C'est nous qui vous remercions, M. Chakib Achour. Alors, je viens de vous envoyer l'adresse mail de Mme Sophia Lebar en message privé, si vous voulez rentrer en contact avec elle. Je vous en prie. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé, le temps de cette présentation. Je vous remercie pour tout ce que vous faites en collaboration avec le Club des dirigeants. Je vous remercie au nom de toutes les personnes qui nous suivent directement sur Facebook, mais également sur Zoom, et au nom de toutes les personnes qui vont regarder plus tard cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez pour parler technologie. C'est des sujets d'avenir qui intéressent tout le monde. Merci Selma d'avoir été là. Merci Monsieur Driss de veiller sur le club des dirigeants. Achraf, j'aurai juste un dernier mot. S'il y a des étudiants qui sont en train d'écouter, je les encourage à aller suivre des cours en ligne. Donc, c'est des cours qui sont gratuits. Je leur dis, formez-vous et passez des certificats. Ça va vous donner plus de chances d'accéder au monde professionnel. Merci. Merci beaucoup aussi, Chakib, pour ce partage aussi. Que de belles choses et de bonnes nouvelles avec le club des dirigeants et nos chers formateurs. Donc, chers étudiants, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et je vous rappelle que toutes nos vidéos sont disponibles sur Facebook
et sur YouTube. Merci Cédric Drif pour tout ce que vous faites pour le club. Merci à tous ceux qui participent avec nous. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Plaisir.